Alors, je lance le... Oui, Bonsoir à tous, bienvenue sur cette conférence. Je vais vous partager du coup le document. Et voilà. Est-ce que vous le voyez bien? oui, c'est bon. Yes. Eh bien, super. Donc, bienvenue pour cette nouvelle conférence TCAP autour des troubles des conduites alimentaires. Comme chaque mois depuis maintenant quelques années, bientôt, on les compte dans l'année. Un thème différent chaque mois. Ce mois-ci, hop, ce mois-ci, donc, un thème autour du sport et des protéines, donc autour des troubles des conduites alimentaires. Lourd ou sec, on va voir cela. On s'est réparti cette conférence avec Romuald. Juste avant de démarrer, je voulais faire un petit rappel autour de ces conférences mensuelles. Vous vous rappelez que ces conférences, nous vous les offrons déjà, puisque c'est du temps gracieux que nous passons à préparer ces conférences. Ce qui nous paraît vraiment important, ce qui nous a motivés tous les trois, Angélique, Romuald et moi, à organiser ces conférences, c'est vraiment d'être dans le partage autour d'une thématique qui nous est chère, c'est le soin des troubles des conduites alimentaires. Hein. Nous sommes tous les trois spécifiquement formés et nous continuons à nous former au quotidien autour de ces thématiques et d'autres parce que c'est, je dirais, c'est très très large et ça amène aussi plein d'autres dimensions. Et ce qui nous anime à animer ces conférences, c'est donc au travers d'un thème, d'échanger autour de ce thème avec vous. Dans les personnes qui suivent ces conférences, il y a des patients, il y a des soignants aussi, diététiciens, psychopraticiens, psychologues, sophrologues. Et nous tenons à rappeler que ces conférences ne sont ni des consultations, ni de la formation. Voilà, c'est vraiment des thèmes sur lesquels il nous paraît important d'échanger, de rappeler des points importants, peut-être d'éveiller un peu euh, des consciences, et puis surtout de vous présenter un peu comment on va l'aborder avec les patients. Mais quand je dis c'est pas des consultations, c'est-à-dire que pour vous, patients, que ça ne remplace pas du soin que vous puissiez avoir avec des personnes formées, mais peut-être de ramener ces thématiques en consultation pour que les personnes avec qui vous échangez, que ce soit des praticiens, que ce soit des sophrologues ou des nutritionnistes, que vous puissiez échanger avec elles, avec ces soignants, et que vous puissiez ensuite je veux dire, aux besoins adaptés. Par exemple, ce soir, ça va être autour du sport et des protéines, en fonction de là où vous en êtes, vous, dans votre parcours de soins. Ça me paraît vraiment important. Et vous, soignants, qui êtes soignants, l'idée, c'est pas de prendre ces conférences comme de la formation non plus, parce que ces conférences ne sont pas suffisantes, je dirais, en termes de matière pour apprendre vraiment à soigner, à construire sa ligne de soins en fonction des besoins spécifiques des patients. Nous rappelons que chaque patient a des besoins spécifiques en fonction de son histoire, en fonction de là où il en est dans le soin, et que, par exemple, quand on aborde le sport ou les protéines, on va pas le présenter exactement comme on va le présenter ce soir. Ce soir, c'est vraiment une présentation générique. Et après, que ce soit Romuald en consultation ou moi en consultation, on va vraiment adapter à la fois notre discours en fonction de là où en est le patient, en allant vérifier qu'est-ce que ça amène chez lui, cette réflexion-là, chez lui ou chez elle, bien sûr, et comment on va pouvoir adapter cela à ce qu'il est possible de réaliser pour lui à ce moment-là. Et puis faire évoluer ça de consultation en consultation. Voilà. Il me semblait que c'était un rappel important par rapport à certaines remarques ou qu'on a pu avoir. Et c'est pour cela aussi qu'on enregistre uniquement le contenu de la conférence et pas les questions-réponses qui vont rester ça entre nous, entre les personnes qui viennent dans cette idée de pouvoir échanger autour de ce thème, poser des questions, poser leurs réflexions aussi autour de ça. Voilà.
Alors, sport et protéines, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc moi, je vais vous parler de la constitution des muscles et des protéines, comment elles sont ingérées et comment elles sont digérées et comment elles arrivent jusque dans nos muscles. Ensuite, Romuald vous parlera des bénéfices et des risques du sport, en particulier autour des troubles des conduites alimentaires. Et puis, nous finirons l'un puis l'autre autour des recommandations pratique. Voilà le contenu. Alors, muscles et protéines. Alors, un muscle, comment c'est constitué? Donc, des muscles, on en a pas mal dans le corps, et on a beaucoup de ce qu'on appelle des muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles qui sont autour de notre squelette, qui vont maintenir le squelette et qui vont nous permettre les mouvements de notre corps. Ces muscles, donc, ils sont formés d'un faisceau de fibres musculaires. Et si on regarde attentivement la structure des fibres musculaires, elles sont constituées donc de cellules, de microfibrilles, elles-mêmes constituées de cellules. Les cellules, comme toutes les cellules de notre corps, je vous rappelle qu'elles sont entourées d'une membrane cellulaire qui est constituée de phospholipides, c'est-à-dire de lipides associés elles-mêmes à du phosphore. Donc dans les muscles, on a effectivement des protéines, mais pas que ça, hein. On a également des lipides et on a également, vous voyez, qu'il y a également des réserves aussi d'énergie, d'accord, de glycogène, d'ATP, qui vont permettre de l'énergie, qui vont permettre d'être localement présente pour permettre la contraction musculaire et donc l'action des muscles. Alors, comment on passe de la protéine au muscle? Eh bien, en fait, les protéines, elles sont constituées, vous voyez, de petits éléments qui s'appellent des acides aminés. Donc, ça fait des longues chaînes extrêmement longues d'acides aminés qui vont être ingérés dans les aliments, qui vont passer dans notre tube digestif, dans notre estomac, puis dans l'intestin grêle et qui vont être à ce moment-là dégradés. Et donc, ce qu'on va absorber au niveau de l'intestin grêle, ce sont ces petits acides aminés. On les a représentés de différentes couleurs, puisqu'il y en a différents types, hein. Il y en a 21 différents d'acides aminés. Et donc, les protéines sont des combinaisons assez uniques, les unes et les autres, de cet enchaînement d'acides aminés. Ces acides aminés, ensuite, ils vont passer dans la circulation sanguine et ensuite être absorbés au niveau de nos cellules. Et dans nos cellules, en fait, elles vont être réassociées, hein, grâce à notre ADN, il va coder pour des protéines spécifiques. Et nos cellules, en fait, tout au long de la journée et de la nuit, elles fabriquent des protéines qui vont avoir des rôles différents. Alors, il y a effectivement les rôles de régénération des tissus, notamment les muscles, mais pas que. Nos cellules sont sans cesse en train de se régénérer. Par exemple, les cellules de la peau, on sait qu'elles vont mettre 4 mois à se régénérer. Les cellules de notre foie, par exemple, elles vont mettre 18 mois, un foie total, il va mettre 18 mois à se régénérer pour que toutes les cellules du foie soient régénérées. Donc notre corps, il est comme ça, sans cesse en train de se régénérer. Et puis nos fibres musculaires également se régénèrent. Les protéines, elles peuvent aussi avoir un rôle métabolique. À base de protéines, on va fabriquer les enzymes, notamment les enzymes de la digestion. On va également fabriquer des anticorps, hein. Les protéines sont des anticorps qui vont nous protéger, hein, contre les infections. On a également des protéines fonctionnelles pour notre corps, des neuromédiateurs également. Les neuromédiateurs sont comme des hormones, hein. Vous avez certainement entendu parler de la sérotonine, vous avez certainement entendu parler de la dopamine. Ça, ce sont des neuromédiateurs qui sont constitués en grande partie de protéines avec certains acides aminés spécifiques. Donc également un rôle très important dans le cerveau notamment et dans les hormones. Et puis il y a un rôle également énergétique, c'est-à-dire que si on a une carence énergétique, c'est-à-dire que si on n'apporte pas assez d'énergie dans notre corps, dans ce cas-là, le corps peut utiliser les protéines comme source d'énergie. Donc il va brûler en fait toute la partie carbonée des protéines comme source d'énergie. Et dans ce cas-là, il y a une partie des protéines, la partie qu'on appelle azotée, qui contient de l'azote, qui va être dégradée au niveau des reins, ce qui peut poser des problèmes lorsqu'on est trop carencé en énergie et qu'on apporte trop de protéines pour compenser.
Et ça arrive également le rôle énergétique si on apporte des excès de protéines, c'est-à-dire que si on consomme trop de protéines par rapport à nos besoins, dans ce cas-là, l'organisme, il va dégrader les excès de protéines dont il n'a pas besoin. Il va pas fabriquer plus de muscles pour autant, hein, notamment, ou plus de cellules pour autant. En fait, il va dégrader l'excès de protéines comme source d'énergie. Et dans ce cas-là, ça va aussi apporter des déchets azotés qui vont être éliminés par les reins et ce qui peut amener à force, pour des gros excès de protéines, amener des problèmes au niveau des reins, voire une insuffisance rénale. Donc c'est vrai que les protéines, c'est important de les apporter en quantité ajustée. Et ça, c'est vraiment un diététicien nutritionniste hein, qui peut vous conseiller par rapport à votre âge, par rapport à votre activité, par rapport comment à vos besoins, qui va calculer les apports nécessaires en protéines. Alors, si on résume un peu, un muscle, moi je prends souvent cette image en disant un muscle, c'est un peu comme un mur de briques. D'accord? C'est constitué un peu comme un mur de briques, hein, avec plein de fibres musculaires, et comme si c'était un mur de briques qui avait cette capacité de se contracter, de se relâcher. Un peu un mur façon chewing-gum, vous voyez, marshmallow, qui aurait cette tendance à se contracter ou à se relâcher. Pour constituer un mur, bah, on a besoin de plusieurs éléments. On a besoin de briques. Bah, si on veut, finalement, les briques, ce sont les protéines qu'on va trouver dans l'alimentation. Mais si on n'a que des protéines, on ne pourra pas fabriquer le mur. On va empiler éventuellement les briques, mais elles ne tiendront pas les unes aux autres. Pour que le mur de briques y tienne bien, il faut du ciment qui va sceller ces briques et qui va les permettre de tenir entre elles. Bah, ce ciment, c'est l'équivalent des lipides. C'est ce qui va tenir, en fait, ce qui va permettre la constitution des membranes cellulaires et qui va nous permettre de tenir les cellules musculaires les unes à côté des autres. Et puis enfin, on ne peut pas construire un mur de briques simplement en ayant des briques et du ciment. Il ne faut pas oublier le petit monsieur, le maçon, avec ses bras musclés, et qui va monter ce mur de briques, qui va dépenser de l'énergie pour pouvoir le faire. Et bien ça, c'est l'équivalent, en fait, c'est ce qui va être apporté par les glucides. Donc pour fabriquer du muscle, on a vraiment besoin de l'association de protéines, de lipides et également de glucides. Il y a vraiment une croyance erronée en se disant qu'on voit circuler sur beaucoup de réseaux sociaux, etc., en se disant si je fais du sport et que je mange de la protéine avec éventuellement un peu de verdure à côté, eh ben, je vais avoir des tablettes de chocolat, je vais avoir des muscles bien costauds. Ben, c'est faux. Si effectivement, c'est vraiment erroné, c'est-à-dire que si effectivement vous mangez que des protéines avec des légumes et que vous faites beaucoup de sport, ben, vous allez au contraire avoir une atrophie musculaire parce que vos muscles vont s'abîmer et ils n'auront pas de quoi se régénérer. Il n'y aura pas d'énergie non plus suffisante pour permettre de faire fonctionner vos muscles. Donc vos muscles ils vont s'épuiser et vous allez plutôt en perdre plutôt qu'en construire. On va voir maintenant sport, les bénéfices et les risques. Je te laisse la parole, remue et quand tu veux, Ouais. je chante. Oui, merci. Alors, le sport, souvent quand on pense sport, on pense tonus musculaire, les abdos, les tablettes de chocolat, comme a dit Cécile. Personnellement, je préfère les manger, les tablettes de chocolat, mais c'est autre chose. Euh, et au fond, on n'associe pas forcément le sport avec le bien-être en général. On associe activité physique à image corporelle, musculature ou autre. Et en même temps, le sport a bien des effets et sur le corps et sur l'esprit. Au niveau du bien-être mental, eh bien, le sport permet de réduire le stress et l'anxiété et aussi certains symptômes dépressifs grâce à la libération d'endorphines. Car quand je bouge, je sécrète de l'endorphine qui nous permet de nous sentir bien. Alors, bien sûr, ça a aussi un impact sur l'estime de soi au travers de l'image qu'on peut avoir de soi, puisque ça peut permettre, pourquoi pas, de muscler son corps, de l'affiner, pourquoi pas, ce qui peut contribuer à une image positive de soi, et aussi à la confiance en soi, puisque derrière, parfois,
il peut y avoir la dynamique de challenge et de performance, atteindre un objectif pas à pas. Quelqu'un qui veut courir un marathon, eh bien, c'est comment il va s'y prendre progressivement pour y parvenir. Mais ça demande donc du temps, de la patience, de la pratique et bien sûr, comme on vient de le voir, de l'énergie. Parce que sans énergie, difficile de courir un marathon et de se sentir bien en même temps. Si tu veux bien, Cécile. Le sport permet aussi d'améliorer le sommeil avec un endormissement qui est favorisé et un sommeil nettement plus réparateur. Alors, si vous voulez plus d'infos sur le sommeil, eh ben, je vous invite à aller voir la présentation que j'ai faite l'année dernière, je crois, sur le sommeil. Et du coup, le sommeil. Le sport favorise l'endormissement et permet le sommeil plus réparateur. Alors ça, c'est important, puisque le bien-être induit par le sport va favoriser le sommeil profond. Pourquoi? Puisque réduction du stress, davantage d'endorphines, un meilleur état de santé générale. Le fait que je dorme mieux grâce à un sommeil plus profond, induit par le sport, fait que ça va aussi avoir un impact sur mon mental, mon humeur et sur la régulation hormonale notamment. Le sport permet aussi de réguler le poids. Il contribue à un équilibre entre les apports et les dépenses, même si, et on verra tout à l'heure, qu'il s'agit de trouver le bon équilibre, puisque trop de sport, lui, peut dégrader le corps et donc ne permet pas un bon équilibre à ce niveau-là. Cécile, merci. Le sport permet également de renforcer euh, le tissu musculaire, comme Cécile l'a indiqué, et aussi osseux, ce qui fait qu'il diminue les risques d'ostéoporose et de sarcopénie. Au fond, il rend notre squelette beaucoup plus solide et il prévient aussi bon nombre de maladies. Il réduit les risques cardiovasculaires. Oula, j'ai fait quelques petites bêtises là. Il réduit également le diabète de type 2 et certains cancers. Donc, une activité physique, qu'on va appeler sport, mais une activité physique qui vous convient et qui vous fait plaisir, aura à tous ses bénéfices sur le bien-être mental, psychique et physique. Et point important, notamment quand on souffre de TCA, le TCA a une faculté à isoler. Le sport contribue au lien social puisque il favorise les interactions, notamment quand on fait du sport en groupe, et aussi même quand on va à la salle de sport, notamment, ça permet d'être en lien avec les autres, d'être avec les autres, euh, et de sortir de l'isolement dans lequel les TCA peuvent nous conduire. Maintenant, quels sont les risques? Notamment les troubles des conduites alimentaires et le sport à outrance. L'exercice, lorsqu'on souffre de TCA, peut devenir une compulsion chez certaines personnes souffrant d'anorexie ou de boulimie et devient même une obsession puisque il y a cette corrélation. Si je fais beaucoup de sport, eh bien, je fais perdre beaucoup de poids. Mais finalement, comme l'a indiqué Cécile, c'est parfois le manque d'énergie, d'apport en protéines, qui va dégrader le corps. Donc, euh, il y a des risques euh, de déficit énergétique, puisque là, les dépenses sont nettement plus importantes que les apports, et donc cela entraîne une dégradation de l'ensemble de l'organisme. Là, à contrario, il n'y aura pas d'effet bénéfique, pardon, ni sur les muscles, ni sur le squelette, puisque l'absence d'alimentation, lui, ne suffira pas à avoir les bénéfices qu'on peut avoir avec le sport, notamment sur le maintien donc de l'ensemble des muscles et de la solidité des os.
Les autres risques, eh bien, c'est la fatigue chronique et le risque de se blesser, pour pas dire de se casser. Un surentraînement induit des factures de stress, des tendinites, qui immobilisent. Non seulement ça immobilise, mais ça nuit davantage aussi ben, au bon fonctionnement du corps. Et moi, je reviens aussi sur le risque lié à l'isolement. Si parce que je suis abîmé, je suis immobilisé chez moi, eh bien, je m'empêche aussi d'être avec les autres. Donc, le risque, un des autres risques, donc, c'est cet isolement lié à la fragilité induite donc, sur le corps. Un surentraînement augmente aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, qui nuit à la récupération. Cécile va parler de récupération tout à l'heure, mais pour pouvoir bien récupérer, il s'agit d'éviter que le corps soit en stress. L'impact psychologique lié à un excès donc, de sport, eh bien, la dépendance au sport, faire beaucoup trop de sport, eh bien, peut induire bah, une anxiété parce que si je ne le fais pas, c'est compliqué. Ça peut induire de la culpabilité quand je n'ai pas fait la séance de sport que j'avais prévue ou que le TCA m'oblige à faire. Et donc, je reviens sur aussi l'isolement social dû à une focalisation excessive sur l'activité physique. Puisque le temps que peut prendre la suractivité physique, le temps induit par la suractivité physique fait que souvent, trop souvent, on fait ce sport seul et donc ça brise le lien social, le lien aux autres. Alors, nous passons sur les recommandations pratiques. Alors, tout d'abord, les apports en protéines. Les apports en protéines, ils doivent représenter, les protéines doivent, dans notre répartition des nutriments, représenter 10 à 20% des apports énergétiques totaux, si on part du principe que une femme, ses besoins, l'apport énergétique total est entre 2000 et 2200, 220 kilocalories par jour, et un homme 2500 et 2700, et ben 10 à 20% des apports, ça va représenter à peu près 50 à 110 grammes de protéines pour une femme, 62 à 135 grammes de protéines pures pour un homme. Il y a une autre méthode qui dit que les apports en protéines doivent correspondre à peu près à 0,8 à 1 gramme par kilo de poids corporel. Quand on parle de poids de corporel, on mise plutôt poids de forme, poids santé par jour. Pour une personne avec une activité moyenne à 1 heure à peu près de marche par jour. Et à maximum, on va monter à 1,5 à 2 grammes par kilo par jour pour un sportif de haut niveau, mais jamais plus de 2 grammes. Donc, soit pour une personne, on va dire, de 50 kilos, ça représente entre 40 à 75 grammes grand maximum de protéines pures. Une personne de 75 kilos, ça va représenter plutôt 60 à 112 grammes. Et une personne de 100 kilos, 80 à 150 grammes. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des données génériques. Là, c'est vraiment avec votre diététicien nutritionniste qui peut faire ces calculs en fonction de votre âge, de vos besoins, de vous êtes un homme, une femme, de votre activité physique, etc. Il peut faire les calculs. Quand on parle de protéines pures, en fait, c'est-à-dire que dans 100 grammes de viande, il n'y a pas 100 grammes de protéines. Dans 100 grammes de viande, il y a à peu près entre 20 et 25 grammes de protéines. Dans un œuf, il y a environ 7 à 10 grammes de protéines, par exemple, dans 100 grammes d'œuf. Quand on mélange jaune et blanc, il y a vraiment besoin des deux pour avoir, je veux dire, une protéine de bonne qualité et bien absorbable par l'organisme. Dans le fromage, dans les fromages secs, ça peut aller jusqu'à 27 grammes de protéines pour 100 grammes, mais on mange rarement 100 grammes de fromage, hein. On est plutôt à 30 grammes à peu près par portion.
Voilà, on trouve aussi des protéines dans les amandes, dans le poisson, dans les produits laitiers, hein, le yaourt, le lait, dans les légumineuses. Les légumineuses sont un peu plus riches que les céréales en protéines, hein. On est à 10 grammes pour 100 grammes. Vous voyez que c'est quand même nettement moins que dans la viande ou dans du poisson. Dans les lentilles, on va avoir à peu près 9 grammes, 8-9 grammes. Dans le tofu, le sétan, on va monter entre 10 et 19, on va dire, selon la concentration en eau aussi, hein. La concentration en eau va énormément jouer. C'est comme dans les fromages secs très égouttés, comme les Mental ou le Comté, vous voyez qu'on monte jusqu'à 27 grammes de protéines. Dans des fromages plus humides, comme je sais pas, les fromages à tartiner ou les chèvres frais, par exemple, ou même des camemberts, il y a beaucoup plus d'eau, du coup, il y a moins d'apport en protéines. Voilà. Dans les légumes sont en général assez peu riches en protéines. Vous voyez, en brocoli, par exemple, on est aux alentours de 3 grammes. Donc c'est là où on peut faire le calcul en fonction de vos apports, de faire le calcul. Et ça, c'est vraiment le métier du diète. C'est pour ça que j'insiste vraiment. L'idée, c'est pas vous de faire les apports en protéines. Retenez vraiment simplement que c'est important d'avoir des doses cohérentes entre les différents nutriments, hein. Je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que je rappelle que les protéines, hein, vous voyez, c'est 10 à 20% de l'apport énergétique total, alors que les glucides, on est sur 40 à 55%, et les lipides, hein, le gras, on est sur 30 à 40%. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus pour les lipides que pour les protéines. Voilà. Alors, ensuite, on va parler du sport et récupération. Quand on fait du sport assez intense, eh bien, on a des micro-lésions. Vous voyez, ça, c'est un muscle, hein, vu au microscope. Et quand on a fait du sport assez intense, hein, façon un peu musculation, avec beaucoup de contractions, relâchement, contraction, relâchement, contraction, relâchement, eh bien, on a des fibres musculaires qui vont avoir tendance à se déchirer. Et il va falloir réparer ces fibres musculaires. C'est comme si dans notre mur de briques, il y avait un gros trou et il va falloir réparer ce mur, hein, réparer ces fibres musculaires. Et je vous rappelle que pour réparer, il ne faut pas seulement des protéines. Si on ne met que des protéines, on va juste avoir un petit monticule de briques à côté du mur, mais on ne va pas pouvoir les assembler les uns aux autres. Pour arriver à réparer correctement, il faut un apport en protéines avec les briques, un apport de lipides, hein, l'équivalent du ciment, et des apports en glucides pour effectivement arriver à reconstruire. Et ça, on parle de fenêtre métabolique parce que le corps va s'adapter physiologiquement pour réparer ce muscle. Et on sait que globalement, dans la demi-heure, voire l'heure qui suit un effort physique intense, le corps il a une capacité d'absorption à ce moment-là des protéines et des glucides un peu augmentée, de façon à absorber plus facilement les nutriments qui vont lui être nécessaires pour la réparation. Donc c'est vrai qu'après une activité physique intense en particulier, il est très important de prévoir une collation, voire un repas dans la demi-heure, dans l'idéal dans la demi-heure qui suit, avec des apports un peu en protéines, un peu en lipides et un peu en énergie. Par exemple, ça peut être un produit laitier avec un petit peu de pain, par exemple. Alors, au niveau de la récupération, après les efforts physiques, c'est la règle des 4 R. Le premier R pour réhydrater, c'est-à-dire rapporter de l'eau, parce que souvent, notamment quand on a fait de l'activité physique un peu intense, un peu longue, parfois quand il fait chaud, on a tendance à transpirer, hein, pour réguler la température de notre corps, puisque cette contraction musculaire, cet effort physique et l'accélération du rythme cardiaque, elle a tendance à faire augmenter la température dans notre corps. Et donc, pour réguler la température à 37 degrés, eh bien, on va transpirer, en fait, ce qui va nous permettre de faire baisser la température interne. Et cette transpiration va nous faire perdre de l'eau. Et donc, il est important de bien se réhydrater. C'est souvent le manque de réhydratation après l'effort qui va majorer les courbatures, en particulier les courbatures ou les crampes qui peuvent suivre. Donc, bien penser à se réhydrater.
Alors, vous avez peut-être lu ou entendu que c'est important de se réhydrater avec de l'eau un peu salée. Ça, c'est vraiment pour des efforts de très longue durée. On va dire des efforts supérieurs à 1h30, 2 heures. D'accord? En dessous de ça, l'eau est suffisante et suffisante. Le deuxième R, c'est refaire le plein. Donc refaire le plein, comme on l'a dit, d'énergie, d'accord, pour restaurer les réserves. Donc là, c'est faire le plein, notamment de glucides, pour pouvoir restaurer euh, les réserves qui vont nous permettre de réguler notre glycémie ensuite. Et d'autant plus si on veut faire de l'effort régulièrement, hein, des efforts physiques régulièrement, c'est important que nos muscles puissent récupérer toute la partie glycogène qui est nécessaire pour la contraction musculaire. Réparer, comme on l'a dit, hein, réparer ce muscle qui peut être abîmé. Donc là, c'est vraiment des apports à la fois en protéines, on l'a dit, également avec des glucides, sans oublier peut-être là, par exemple sur la salade de pâtes au saumon, là, avec un petit peu d'huile, d'amener également un petit peu de lipides. Et puis enfin, le dernier R, c'est bien penser à se reposer. Votre corps, il a besoin de récupérer après les efforts, donc de ne pas enchaîner trop d'activités physiques quotidiennes pour bien laisser le corps se récupérer et à la fois se réparer si on sait que si les efforts sont trop continus, trop répétés les jours après jour, et bien du coup le corps ne peut pas récupérer. Et là, ça va au contraire par rapport à toute la régulation que disait Romuald juste avant, de réguler le sommeil, etc. Eh bien non, on va pas pouvoir récupérer ça. Ça risque d'amener ce qu'on appelle le syndrome de surentraînement, qui va au contraire diminuer le moral. On va avoir des gens qui vont avoir une baisse de motivation, une baisse d'endurance, une baisse de performance aussi, hein, que ce soit physique ou intellectuelle, une forme ouais, de surentraînement en fait qui amène une fatigue générale de l'organisme et du cerveau. Je te laisse prendre la suite, Romuald. Oui. Je suis allé chercher les recommandations officielles de l'AMS et de l'ANSES sur la pratique parce que finalement, il me semblait important d'avoir des données vérifiées aussi sur ce sujet-là, puisqu'on entend un peu tout, enfin, notamment quand on va sur les réseaux, effectivement, comme disait Cécile tout à l'heure, c'est plus en fonction de ce que pense le coach, enfin, du moins celui qui propose, que au fond, euh, les différents critères objectifs et officiels. Notamment pour les adultes de 18 à 64 ans, la fréquence et la durée donc, de sport, elle a été évaluée et on est à entre 150 et 300 minutes, c'est-à-dire 300 minutes, 5 heures maximum d'activité physique modérée, donc par semaine, ou 75 à 150 minutes, donc à peu près 3 heures d'intensité soutenue par semaine. Donc, ça peut être réparti idéalement de 3 à 5 séances d'intensité soutenue par semaine, mais dans le critère temps expliqué. 3 à 5 séances pour le renforcement musculaire et le renforcement, pardon, les séances de renforcement. Et pour le renforcement musculaire, 2 à 3 fois par semaine, incluant des exercices de musculation ou de résistance. Donc, vous voyez, on est à 300 minutes, donc 5 heures maximum par semaine de sport pour être dans ce bon équilibre d'activité physique pour en avoir tous les bénéfices recherchés. Pour les enfants et les ados, on est à 60 minutes par jour d'activité modérée et intense, 1 heure donc maximum. Et ça inclut des exercices de renforcement musculaire et osseux au moins 3 fois par semaine. Donc vous voyez, globalement, on ne dépasse pas l'heure d'activité physique euh, par jour pour les enfants ou les ados jusqu'à 17 ans. Et pour les plus de 65 ans, on est à peu près dans les mêmes recommandations que pour les moins de 65 ans et les adultes, avec un accent sur l'équilibre et la coordination pour prévenir les chutes. Là, on est dans une autre indication. Et il est important de maintenir la force musculaire et la mobilité, notamment, voilà, je reviens pour éviter les chutes et les conséquences liées aux chutes.
comment éviter l'excès? Eh bien, il s'agit de trouver le bon équilibre. Et au fond, c'est là où il s'agit d'être en lien avec soi. C'est là aussi où ça peut être intéressant d'être bien accompagné à ce niveau-là par des professionnels qui connaissent aussi le TCA. Éviter le surentraînement, maximum 6 séances intensives par semaine pour éviter la fatigue chronique, avec la notion de temps, parce que là, vous voyez, il y a une notion de fréquence en termes de nombre de séances, mais il est important d'y intégrer la notion de durée. Rappelez-vous, pas plus de 5 heures par semaine. Écouter son corps en intégrant au moins 1 à 2 jours de repos par semaine pour éviter les blessures. Ça, on rejoint tout ce que Cécile disait sur la récupération, parce que au fond, même si je suis dans une dynamique à vouloir peut-être sculpter mon corps, affiner ma silhouette, si j'en fais trop, je n'aurai pas ces bénéfices attendus puisque je vais dégrader mon corps. Donc on n'aura pas de corps affiné ou même sculpté puisque le corps n'aura pas le temps de se régénérer, de récupérer et au fond de construire ce qu'on peut attendre de lui. Il s'agit aussi de penser le sport autrement, parce que s'il devient une contrainte ou un moyen de compenser les excès alimentaires, donc, il est important de réajuster son approche. Au fond, c'est en quoi c'est bon pour moi de faire le sport. Et donc, je vous invite à revoir ce qu'on a dit aujourd'hui, les bénéfices sur le bien-être, sur le bon fonctionnement du corps, sur le maintien. Et donc, il est essentiel pour ça de choisir une activité physique qui procure du plaisir, adaptée à son mode de vie pour en faire une habitude durable et bénéfique. Et c'est important, cette notion de plaisir. Le plaisir passe aussi par faire du sport ensemble avec d'autres, une activité qui plaise, peut-être même qui amuse, et qui réponde à certains critères importants pour soi. Perso, bon, j'en fais plus maintenant, mais pendant longtemps, je faisais du step. Pourquoi? Parce que ben, c'était en groupe, c'était en musique, il y avait de la coordination, c'était chorégraphié et c'était super sympa. Et après, ben, j'ai fait du CrossFit parce que, comme pour moi, c'était important de faire le sport avec les autres, eh bien, le fait d'être ensemble induisait aussi du plaisir. Donc, tiens, je vous pose la question finalement. Et vous, c'est quoi votre activité physique qui procure du plaisir? On pourrait peut-être répondre à l'issue. C'est quel type de sport vous plaît? Perso, moi, j'aime bien faire du vélo parce que quand je fais du vélo, j'ai presque une autre intention, c'est que je me vide la tête. Voilà. Au lieu de mouliner dans ma tête, je mouline avec mes pieds et ça vide la tête. Perso, mais là, il faut pas trop le dire à tout le monde, j'adore beaucoup danser chez moi. Alors bon, je fais mes petites chorées, d'accord? Bon, c'est pas un secret d'État, hein, j'adore écouter Mylène Farmer, donc je peux faire mes petites chorées chez moi, mais ça fait du bien et c'est une activité physique. Le ménage aussi, c'est une activité physique, mais du coup, c'est comment intégrer le ménage dans mon activité physique du quotidien. Et au fond, là encore, moi, quand je fais du ménage, ça me vide la tête et ça me procure beaucoup de plaisir, paradoxalement. Donc, vous voyez, c'est comment être en lien avec ce qui nous fait du bien et quel plaisir on prend. Merci Romu. Donc on va échanger juste après sur sur justement quel sport vous fait plaisir et comment vous le pratiquez. Juste avant de couper la vidéo et l'enregistrement, quelques rappels. La prochaine conférence, ce sera le mardi 22 avril de 18h30 à 20h. C'est Angélique qui animera autour des croyances qui commencent dans l'enfance. Autre annonce, les prochaines formations, si vous souhaitez vous former sur la communication efficace sur la PNL, comment ajuster sa posture pour être ouvert aux autres ou mieux se comprendre, et puis mieux comprendre les autres aussi. Si vous souhaitez
comment redécouvrir vos canaux sensoriels, comment les utiliser dans les processus d'apprentissage et puis dans les processus de communication également avec les autres pour mieux se comprendre en fonction on va dire, des sens qui nous parlent. Et puis, comment penser, agir pour être mieux en relation avec les autres. Ça, c'est vraiment des formations qui sont très intéressantes, que vous soyez soignant, que vous soyez patient, que vous soyez humain. Je crois que tout humain gagnerait à travailler sur sa communication. Donc les prochains 2 jours de découverte seront le 18 et le 19 octobre en présentiel à Lyon. Si vous n'êtes pas sur Lyon et que vous souhaitez d'autres dates de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis enfin, pour les personnes qui souhaitent se former autour des soins des troubles des conduites alimentaires, il y a des dates, on a commencé à planifier des dates en visio. Il y aura une prochaine session qui démarre à l'automne, je crois, Angélique, hein. On a commencé à replanifier des dates. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre fin au diaporama. Ok, tac, hop.